Dans la chambre d'hôpital, ma sœur a arraché son propre tube à oxygène quand personne ne regardait. Puis elle a commencé à crier à l'aide. Mes parents sont arrivés en courant et elle m'a pointé du doigt en pleurant. Elle l'a fait. Elle ne veut pas me donner sa maison, alors elle essaie de me tuer. Ma mère, dans un accès de rage, a attrapé le lourd pied de perfusion en métal et l'a lancé sur mon ventre de femme enceinte, en criant « Comment oses-tu essayer d'assassiner ta sœur ?» J'étais enceinte de 8 mois, et le métal m'a frappé durement. J'ai crié « S'il vous plaît, je ne l'ai pas touché. Je viens juste d'entrer. » Mais mon père a saisi mon bras fermement et m'a traîné violemment hors de la chambre. Pendant la lutte, mon ventre a heurté la chaise, ce qui a rompu mes os instantanément. J'ai perdu connaissance à cause de la douleur. Les infirmières m'ont emmené en urgence pour une intervention chirurgicale. Quand je me suis réveillée, le médecin a dit. C'est là que j'ai demandé à voir les images de sécurité. Les lumières fluorescentes au-dessus de mon lit d'hôpital semblaient trop vives. Tout me faisait mal. Mon abdomen palpitait d'une douleur sourde et persistante qui rendait la respiration difficile. L'anesthésie ne s'était pas encore complètement dissipée, laissant mes pensées floues sur les bords. Mademoiselle Patterson, vous êtes réveillée. La voix du docteur est venue de quelque part à ma gauche. J'ai tourné ma tête lentement, chaque mouvement envoyant de nouvelles vagues d'inconfort à travers mon corps. Le docteur Sullivan se tenait à côté de mon lit, son expression soigneusement neutre, cette façon que les professionnels de la santé perfectionnent au fil des années à annoncer de mauvaises nouvelles. Elle avait peut-être 50 ans, avec des mèches argentées dans ses cheveux foncés et des yeux fatigués qui avaient été témoins de trop de tragédies. Mon bébé, le mot s'est raclé de ma gorge, brute et désespérée. Votre fille est à l'unité de soins intensifs néonatales, U1. Elle est née prématurément à 32 semaines, pesant 1,5 kg. Le docteur Sullivan a fait une pause, me laissant absorber l'information. Le traumatisme que vous avez subi a provoqué un décollement placentaire. Nous avons dû pratiquer une césarienne d'urgence. Votre fille est stable, mais devra rester en soins intensifs pendant plusieurs semaines. Soulagement et terreur m'ont traversé simultanément. Vivante. Ma petite fille était vivante, mais 32 semaines. Si petite, si vulnérable. Puis-je la voir bientôt? Vous devez d'abord vous remettre de l'opération. Mademoiselle Patterson, je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Le docteur Sullivan a tiré une chaise, son masque professionnel glissant juste assez pour révéler une véritable inquiétude. Les infirmières ont signalé que vous avez été agressée alors que vous étiez enceinte de 8 mois. Elles ont vu votre père vous traîner physiquement hors de la chambre d'un autre patient. Est-ce exact? Le souvenir m'a frappé à nouveau avec une clarté brutale. Ma sœur Nathalie allongée dans son lit d'hôpital, le tube à oxygène par terre à côté d'elle. Son visage contorsionné alors qu'elle criait ses mensonges. La fureur de ma mère. Le pied de perfusion volant dans les airs. L'impact. Les mains de mon père agrippant mes bras avec une force brutale. Je veux voir les images de sécurité de la chambre de ma sœur. Ma voix est sortie plus forte que je ne me sentais. Tout de suite, avant que quelqu'un d'autre ne les obtienne. Les sourcils du docteur Sullivan se sont légèrement levés. L'administrateur de l'hôpital devrait approuver cette demande. Il y a des règlements de confidentialité. Ma sœur a arraché son propre tube à oxygène et m'a accusé d'essayer de la tuer. Ma mère a lancé du matériel médical sur mon ventre de femme enceinte. Mon père m'a agressé et m'a fait accoucher prématurément. Chaque mot est sorti coupé et précis. Je porte plainte pour agression, tentative de meurtre de mon enfant à naître, et tout ce qui s'applique. J'ai besoin de ces images avant qu'elles ne disparaissent mystérieusement ou ne soient supprimées. Le médecin a étudié mon visage un long moment. Je vais passer quelques appels. En attendant, il y a un officier de police qui veut vous parler. Le personnel infirmier a déposé un rapport obligatoire compte tenu des circonstances. Envoyez-les. L'officier Davis s'est avéré être une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux vifs et un comportement sans fioritures. Elle a écouté mon récit sans interruption, prenant des notes détaillées sur une petite tablette.
Vos parents sont actuellement dans la salle d'attente, dit-elle quand j'ai eu fini. Votre sœur est sortie il y a 1 heure. Ils ont demandé à vous voir. Absolument pas. Je veux qu'ils soient bannis de ma chambre et de l'usin. Je dépose des ordonnances de restriction contre tous les 3. L'officier Davis a hoché la tête lentement. Je devrais prendre votre déclaration formelle? Mais d'abord je veux que vous sachiez que j'ai déjà demandé les images de sécurité de l'hôpital. L'infirmière en chef était présente pendant l'incident et a corroboré votre récit. Vos parents peuvent essayer de prétendre que vous faites de fausses accusations, mais nous avons des témoins. Le soulagement a fait brûler mes yeux de larmes non versées. Merci. Ne me remerciez pas encore. Cela va être compliqué. Votre sœur peut prétendre qu'elle était confuse à cause des médicaments. Vos parents diront qu'ils protégeaient leur fille d'un danger perçu. Ce sera votre parole contre la leur à moins que ces images ne montrent exactement ce que vous dites. Elles le feront. L'officier Davis m'a regardé longuement. Vous semblez très certaine. Parce que je connais ma sœur. L'amertume a rampé dans ma voix. Ce n'est pas la première fois qu'elle ment pour obtenir ce qu'elle veut. C'est juste la première fois que ces mensonges auraient pu tuer quelqu'un. L'expression de l'officier a changé pour quelque chose ressemblant à de la sympathie. Commencez depuis le début. Racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. Mes parents ont toujours trouvé des excuses pour Nathalie. Elle était la fille cadette de 3 ans, née avec une malformation cardiaque qui a nécessité plusieurs opérations pendant son enfance. Chaque plainte, chaque déclaration dramatique de douleur plongeait ma mère dans une spirale d'anxiété et mon père dans un excès de protection. Quelque part en cours de route, Nathalie a appris que la maladie lui donnait du pouvoir. Elle a utilisé leur peur comme une arme, transformant chaque petit malaise en une crise qui exigeait une attention totale et une accommodation absolue. Au moment où nous avons atteint l'âge adulte, le schéma était si profondément enraciné que personne ne le remettait plus en question. Sauf moi. J'étais la fille en bonne santé, celle qui n'avait pas besoin d'une surveillance constante ou d'intervention médicale coûteuse. Mes réussites étaient poliment reconnues. La survie de Nathalie était célébrée. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention de l'université, mes parents ont assisté à la cérémonie mais sont partis tôt pour emmener Nathalie à un rendez-vous chez le médecin pour un mal de tête. Quand j'ai eu ma première promotion dans le cabinet d'architecture, ils m'ont félicité brièvement avant de se lancer dans une description détaillée de la dernière alerte de santé de Nathalie. J'ai construit ma vie indépendamment de leur approbation. J'ai travaillé dur, économisé de l'argent et acheté une modeste maison de 3 chambres dans un bon quartier quand j'avais 28 ans. Le prêt immobilier étirait mon budget, mais la maison était à moi. Preuve que je pouvais réussir sans leur aide ou leur attention. Quand j'ai rencontré James au mariage d'un ami commun 2 ans plus tard, je suis tombée éperdument amoureuse. Il était gentil, drôle et me traitait comme si j'étais importante. Nous nous sommes mariés en moins d'1 an. La vie semblait pleine de possibilités pour la première fois depuis toujours. Puis Nathalie est tombée malade à nouveau. Vraiment malade, selon mes parents. Elle a été admise à l'hôpital avec ce qu'ils ont décrit comme une grave infection. Ma mère m'a appelée en pleurs, me suppliant de venir la voir. J'y suis allée, bien sûr, malgré le nœud de ressentiment dans mon estomac. James est resté à la maison, invoquant des excuses professionnelles. Il avait appris tôt dans notre relation que le drame de ma famille pouvait être accablant. Nathalie avait l'air pâle et fatiguée dans son lit d'hôpital, mais pas aussi mal que les crises d'hystérie de ma mère m'avaient fait croire. Elle a souri faiblement quand je suis entrée dans la chambre. Salut, l'étrangère. Salut toi-même. J'ai tiré une chaise à côté de son lit. Maman a dit que tu étais vraiment malade cette fois. Les médecins font des tests. Elle a tripoté la couverture de l'hôpital. Ils pensent que c'est peut-être quelque chose d'auto-immun. J'ai peur. Pendant un instant, j'ai ressenti une réelle sympathie. Quoi qu'il existe entre nous, elle était toujours ma sœur. Je suis sûre qu'ils vont trouver. Tu as toujours été forte. Je suppose. L'expression de Nathalie a changé pour quelque chose de calculateur. En fait, je voulais te parler de quelque chose d'important. Ma garde est montée immédiatement.
Ce ton ne précédait jamais rien de bon. J'ai pensé à l'avenir, à ce qui se passe si c'est vraiment grave. Elle a fait une pause dramatique. Ta maison est parfaite pour quelqu'un qui a besoin de caractéristiques d'accessibilité. De plein pied, de larges portes, cette belle salle de bain avec une douche à l'italienne. Si quelque chose m'arrive, j'aurais besoin d'un endroit comme ça. La demande est restée en suspens entre nous, si audacieuse qu'au début j'ai cru avoir mal entendu. Tu veux ma maison ? Je dis juste que si j'ai une maladie chronique, j'aurai besoin d'un endroit approprié pour vivre. Ta maison est idéale. Toi et James pourriez toujours acheter une autre maison. Quelque chose de plus grand, peut-être. Quelque chose de mieux pour élever des enfants. La présomption m'a coupé le souffle. Elle voulait que je renonce à la maison que j'avais travaillé si dur pour acheter, au sanctuaire que j'avais créé pour moi-même, parce qu'elle pourrait en avoir besoin hypothétiquement un jour. Nathalie, je ne te donne pas ma maison. Son expression s'est durcie. Je ne te demande pas de me la donner tout de suite. Juste d'y penser comme une option si j'ai vraiment une maladie grave. La réponse est non. Ni maintenant. Ni jamais. Cette maison est à moi. Très bien. Elle s'est détournée de moi, sa voix froide. J'aurais dû savoir que tu n'aiderais pas ta famille quand ça compte. Je suis partie peu après, la colère et la frustration bouillonnant dans mon ventre. Ma mère m'a rattrapée dans le couloir et m'a demandé pourquoi j'avais l'air contrariée. Quand j'ai expliqué ce que Nathalie avait demandé, elle a froncé les sourcils. Est-ce que ce serait vraiment un tel sacrifice ? Tu es en bonne santé. Tu ne comprends pas ce que c'est de lutter contre ces conditions. Maman, elle m'a demandé de lui donner ma maison. C'est ta sœur. La famille prend soin de la famille. Je suis rentrée chez moi en silence, la mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal. James a écouté toute l'histoire et m'a serré dans ses bras. Ta famille est incroyable. Cette maison est à nous. Nathalie peut trouver sa propre situation de vie comme n'importe quel autre adulte. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. La joie a été immédiate et accablante. James a pleuré quand je lui ai montré le test positif. Nous avions essayé pendant des mois, commençant à craindre que cela ne se produise jamais. Soudain, tout semblait parfait dans le monde. J'ai attendu d'être en toute sécurité au-delà du premier trimestre pour le dire à mes parents. Leur réaction a été enthousiaste, mais même dans leurs félicitations, j'ai pu entendre la nuance. Ma mère s'est immédiatement lancée dans un discours sur la façon dont je devrais faire attention à ne pas me stresser, comment une grossesse avec une patiente cardiaque dans la famille signifiait que je devais être très vigilante quant à ma propre santé. Elle a fait de ma grossesse une question concernant Nathalie. D'une manière ou d'une autre, les mois ont passé. Je suis devenue plus grosse et plus mal à l'aise. James me choyait constamment, aménageant la chambre du bébé et s'occupant de la plupart des tâches ménagères sans se plaindre. Nous avons choisi des noms, assisté à des cours de préparation à l'accouchement et rêvé de ce que notre fille deviendrait. À 32 semaines, tout a changé. Ma mère a appelé tôt un mardi matin, sa voix stridente de panique. Nathalie s'était effondrée à la maison et avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Il ne savait pas ce qui n'allait pas. Pourrais-je venir immédiatement ? J'étais épuisée et enflée, mon dos me faisait constamment mal à cause du poids supplémentaire. Mais la culpabilité et l'obligation ancrée m'ont poussé à sortir. James a proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit d'aller travailler. Je serais bien. Je ne ferais que vérifier Nathalie et rentrerais à la maison. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs stériles et d'odeurs antiseptiques. J'ai trouvé la chambre de Nathalie au 4e étage. Mon père faisait les 100 pas dehors comme un animal en cage. Où étais-tu ? Ta mère n'arrêtait pas d'appeler. Je suis venue dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne savent pas encore. Ta sœur est très malade. Il a regardé mon ventre proéminent avec quelque chose comme du ressentiment. C'est une période stressante pour la famille. Tu n'aurais pas dû prendre autant de temps pour arriver. La critique a piqué, mais je l'ai ignorée et suis entrée dans la chambre. Ma mère était assise à côté du lit de Nathalie, lui serrant la main. Nathalie était allongée sur les oreillers, un tube à oxygène dans le nez et une perfusion dans le bras. Elle avait l'air faible,
mais pas gravement malade. Oh, tu as enfin montré le bout de ton nez. Le ton de ma mère dégoulinait d'accusations. Je suis enceinte de 8 mois. Je ne peux pas exactement sprinter à travers l'hôpital. Les yeux de Nathalie ont jeté un coup d'œil vers moi, et juste une seconde, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la calcul, peut-être, ou de la malice. Nous parlions de situation de vie avant que tu n'arrives, dit ma mère. Nathalie a vraiment besoin d'une maison de plein pied avec des caractéristiques d'accessibilité. Ta maison serait parfaite pour sa convalescence. L'audace m'a frappée comme une gifle. Ma sœur était dans un lit d'hôpital et ils utilisaient cette crise pour me faire pression à propos de ma maison. Nous avons déjà parlé de ça. Ma maison n'est pas disponible. Comment peux-tu être si égoïste? La voix de ma mère a monté. Ta sœur se bat pour sa vie et tu ne peux pas faire ce seul sacrifice. Elle n'est pas en train de mourir et je ne discute pas de ma maison pendant qu'elle est malade. Nathalie a bougé dans le lit, son expression blessée. Je pensais juste que la famille aiderait la famille, mais je suppose que je me suis trompée à ton sujet. Nathalie, par si tu ne vas pas être de soutien. Elle a détourné son visage de moi. Je n'ai pas besoin de ta négativité en ce moment. Ma mère m'a fusillé du regard. Tu devrais partir. Tu la perturbes. Frustration et douleur se sont nouées dans ma poitrine. J'ai quitté la chambre, les larmes brûlant mes yeux. Mon père était toujours dans le couloir. J'ai besoin d'utiliser les toilettes, lui ai-je dit. Je reviens dans une minute. Les toilettes de l'hôpital m'ont donné un moment pour me composer. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et pris de profondes respirations, essayant de calmer la colère qui me traversait. Mon bébé a bougé en moi, un doux rappel de ce qui comptait vraiment. Quand je suis retournée dans la chambre de Nathalie, j'ai poussé la porte doucement. Ma sœur était seule. Mes parents devaient être allés parler à un médecin ou prendre un café. Nathalie était allongée dans son lit, parfaitement calme, en train de naviguer sur son téléphone. Puis, tandis que je regardais sous le choc, elle a tendu la main et a retiré le tube à oxygène de son nez. Elle l'a laissé tomber sur le sol à côté du lit. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la pièce, et elle a commencé à crier, à l'aide. Que quelqu'un m'aide. Elle essaie de me tuer. La porte s'est ouverte derrière moi alors que mes parents entraient en courant. Nathalie m'a pointé du doigt d'une main tremblante, les larmes coulant sur son visage. Elle a arraché mon oxygène. Elle ne veut pas me donner sa maison, alors elle essaie de me tuer. Quoi? Non. Je viens juste d'entrer. Le visage de ma mère s'est contorsionné de rage. Elle a attrapé le pied de perfusion en métal à côté du lit de Nathalie et l'a balancé vers moi avec une force choquante. Comment oses-tu essayer d'assassiner ta sœur? J'ai levé les bras instinctivement, mais la lourde base du pied de perfusion a claqué contre mon ventre de femme enceinte. L'impact m'a coupé le souffle. La douleur a explosé dans mon abdomen. S'il vous plaît, je ne l'ai pas touché. Je viens juste d'entrer. Les mains de mon père se sont refermées sur mon bras, son étreinte me meurtrissant. Il m'a tiré vers la porte, son visage violet de fureur. Sors. Éloigne-toi d'elle. J'ai essayé de me libérer, mais sa prise était trop forte. Il m'a traîné en arrière. Ma hanche a heurté une chaise près de la porte. L'impact a envoyé une sensation aiguë et terrible à travers le bas de mon corps. Quelque chose a cédé en moi. De l'humidité a inondé mes jambes. Mes os avaient rompu. La douleur s'est intensifiée soudainement, me traversant tout le corps. Ma vision a commencé à grisonner sur les bords. Mon bébé, ai-je haleté. Quelque chose ne va pas, le monde a basculé. Des voix ont crié de loin. Quelqu'un m'a rattrapé avant que je ne tombe. Puis l'obscurité a tout englouti. L'officier Davis a terminé de taper sur sa tablette et m'a regardé. C'est toute une histoire. C'est la vérité. Je vous crois. Mais vous comprenez que sans les images de sécurité, cela devient une affaire de sa parole contre la vôtre. Vos parents prétendront qu'ils défendaient leur fille contre une menace réelle. Alors nous obtenons les images. Mes mains se sont crispées sur les draps d'hôpital. Quoi qu'il en coûte.
L'officier s'est levé. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, essayez de vous reposer. Vous avez subi un traumatisme. Elle est partie et je suis restée seule avec mes pensées et le bip régulier des moniteurs à côté de mon lit. Ma fille était en vie. C'était ce qui comptait. Tout le reste pouvait être géré. Le docteur Sullivan est revenu 1 heure plus tard avec une nouvelle inattendue. L'administrateur de l'hôpital a accepté de remettre les images de sécurité à la police. Apparemment, l'une des infirmières qui a été témoin de l'incident est une personne tenue de signaler et a insisté pour une enquête approfondie. Elle a fait une pause. J'ai vu les images moi-même. C'est exactement comme vous l'avez décrit. Quelque chose de serré dans ma poitrine s'est légèrement relâché. Que se passe-t-il maintenant? C'est à vous et aux forces de l'ordre de décider. Mais je pensais que vous deviez savoir que votre sœur s'est admise dans cet hôpital sous de faux prétextes. Ses tests médicaux sont tous revenus normaux. Il n'y a rien qui ne va pas chez elle. La confirmation de ce que j'avais déjà soupçonné m'a quand même frappé durement. Elle a fait semblant d'être malade. Plus précisément, elle a exagéré des symptômes mineurs en une crise majeure. Ce n'est pas rare. Malheureusement, certaines personnes recherchent l'attention qui accompagne la maladie. L'expression du docteur Sullivan est devenue sympathique. Le schéma de votre famille a favorisé ce comportement dure apparemment depuis des années. Puis-je voir ma fille maintenant? Laissez-moi vous chercher un fauteuil roulant. L'usin était un espace silencieux rempli d'incubateurs et de doux bips. De minuscules bébés à différents stades de développement gisaient dans leur cocon en plastique, luttant pour leur vie. Une infirmière m'a conduite à un incubateur près du fond. Ma fille était incroyablement petite. Des tubes et des fils la reliaient à diverses machines, surveillant chaque respiration et chaque battement de cœur, mais sa petite poitrine montait et descendait régulièrement. Ses doigts miniatures se recroquevillaient légèrement comme si elle cherchait quelque chose. C'est une battante, dit doucement l'infirmière. Elle est sortie en pleurant, ce qui est toujours un bon signe pour les prématurés. Je ne pouvais pas parler à cause de la boule dans ma gorge. J'ai passé la main par l'ouverture de l'incubateur et j'ai doucement touché une petite main parfaite. Sa peau était si douce, si fragile. Je suis désolée, ai-je murmuré. Je suis tellement désolée que cela te soit arrivé. Les doigts de ma fille se sont légèrement contractés à mon contact. Je promets de te garder en sécurité, quoi qu'il arrive. James est arrivé 1 heure plus tard, le visage pâle de choc. Il était en réunion quand je l'ai appelé, et le trajet jusqu'à l'hôpital avait clairement été frénétique. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu vas bien? Et le bébé? Nous sommes toutes les deux vivantes. Je l'ai mis au courant de tout, regardant son expression passer de l'incrédulité à l'horreur, puis à une rage froide. Ta famille t'a attaqué alors que tu étais enceinte. Ils auraient pu vous tuer toutes les deux. Sa voix tremblait. Je veux qu'il soit arrêté. Je veux qu'il soit accusé de tout ce qui est possible. Je m'en occupe déjà. L'officier Davis est revenu plus tard dans l'après-midi avec un détective nommé Ramirez, un homme corpulent aux yeux gentils et à la bouche sévère. Ils avaient examiné les images de sécurité. Mademoiselle Patterson, je tiens à vous informer que nous poursuivons des accusations criminelles contre vos parents et votre sœur. Le détective Ramirez a déclaré que les images montraient clairement votre sœur retirer son propre tube à oxygène avant que vous n'entriez dans la pièce. Elle montrait votre mère vous agressant avec un pied de perfusion. Elle montrait votre père vous retirant physiquement de la pièce d'une manière qui a entraîné des blessures. Soulagement et justification m'ont envahi. Quelles accusations? Votre mère est accusée d'agression avec une arme mortelle et d'agression d'une femme enceinte, ce qui entraîne des peines aggravées. Votre père est accusé d'agression et de voies de fait. Votre sœur est accusée de dépôt de fausses déclarations et de complot en vue de commettre une agression. Vont-ils aller en prison? Cela dépend de nombreux facteurs, mais oui, il y a une forte possibilité d'une peine de prison compte tenu de la gravité de l'agression et du fait qu'elle visait une femme enceinte. Le détective Ramirez a jeté un coup d'œil à l'officier Davis. Nous avons déjà procédé à des arrestations. Les 3 sont actuellement en garde à vue. La nouvelle aurait dû apporter de la satisfaction.
Au lieu de cela, je me sentais juste vide. Mes parents vont être libérés sous caution, dis-je doucement. Ils vont me poursuivre. Ils vont prétendre que je mens ou que j'exagère. Ils diront que Nathalie était confuse à cause des médicaments et qu'ils la protégeaient simplement. Qu'ils essaient. L'expression du détective Ramirez s'est durcie. Nous avons des preuves vidéo. Nous avons des témoignages de plusieurs infirmières. Nous avons des dossiers médicaux montrant que votre naissance prématurée a été causée par un traumatisme. Le dossier est solide. Il avait raison, mais je connaissais ma famille. Ils ne baisseraient pas les bras sans se battre. Mes parents ont été libérés sous caution dans les 24 heures, comme je l'avais prédit. Ma mère a immédiatement commencé à appeler mon téléphone, laissant des messages vocaux de plus en plus dérangés. J'étais en train de déchirer la famille. Je faisais de fausses accusations. J'étais vindicative et cruelle. Comment pouvais-je faire cela à ma sœur malade? J'ai bloqué leur numéro et changé mes serrures. James a engagé une avocate nommée Patricia Monroe, une femme formidable d'une 60aine d'années spécialisée dans les affaires d'agression. Elle a écouté mon histoire avec une attention aiguë, prenant des notes sur un bloc-notes. Cela va devenir désagréable, a-t-elle dit sans détour. Votre famille va essayer de vous faire passer pour l'agresseur. Ils prétendront que vous avez un historique de jalousie envers votre sœur. Ils ressortiront toutes les disputes que vous avez eues, chaque affront perçu, chaque moment de tension. Je sais. Bien. Parce que nous devons prendre les devants. Je veux des preuves de tout. Chaque message texte, chaque message vocal. Chaque interaction que vous avez eue avec votre famille qui montre leur schéma de favoritisme et de comportement complice. Je veux les dossiers médicaux montrant l'historique d'exagération de maladie de votre sœur. Je veux des déclarations de témoins d'amis et de collègues qui peuvent attester de la dynamique familiale. J'ai hoché la tête, épuisé, mais déterminé. Quoi qu'il en coûte. L'expression de Patricia s'est légèrement adoucie. Comment va votre fille? Elle prend du poids. Les médecins disent qu'elle progresse bien pour son âge gestationnel. C'est bien. Concentrez-vous sur elle. Laissez-moi gérer la bataille juridique. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de visites à l'hôpital, de consultations juridiques et de nuits blanches. Ma fille est restée à Luzin, devenant plus forte chaque jour, mais toujours trop petite et fragile pour rentrer à la maison. James et moi nous relayions à son incubateur, lui lisant des histoires, lui parlant, la voulant à tout prix voir s'épanouir. Mes parents et ma sœur ont commencé leur campagne d'opinion publique. Nathalie a posté sur les réseaux sociaux comment je l'avais attaquée à l'hôpital, comment j'avais toujours été jalouse de l'attention qu'elle recevait, comment j'utilisais de fausses accusations pour détruire la famille. Les messages étaient soigneusement formulés pour éviter la diffamation directe tout en me présentant comme la méchante. Certaines personnes l'ont cru. Des parents éloignés et d'anciens amis de la famille m'ont contacté avec des accusations et des demandes de ma version de l'histoire. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Ceux qui me connaissaient vraiment n'avaient pas besoin d'être convaincus. Ma mère s'est présentée à ma maison 3 fois, frappant à la porte et exigeant que je retire les accusations. Chaque fois, j'ai appelé la police. Chaque fois, ils l'ont escortée et lui ont rappelé l'ordonnance de restriction. La 3e fois, elle m'a crié à travers la porte avant l'arrivée de la police. Tu détruis cette famille. Ta sœur avait besoin d'aide et tu l'as attaquée. Tu vas brûler en enfer pour ce que tu fais. Je me tenais de l'autre côté de la porte, la main sur mon ventre où ma fille aurait dû encore être, et je ne ressentais qu'une froide certitude. Ils avaient causé cela. Ils avaient créé un monstre à partir de ma sœur par des années de complaisance et d'excuses. Ils m'avaient agressée et avaient mis en danger mon enfant. Ils méritaient toutes les conséquences qui leur arriveraient. Le procès pénal a été programmé 6 mois plus tard. En attendant, Patricia a intenté une action civile contre les 3 pour les frais médicaux, le préjudice moral et les dommages liés à l'agression. Les factures médicales pour mon opération d'urgence et le séjour prolongé de ma fille à Luzin étaient astronomiques, même avec une assurance. Nous allons les enterrer financièrement, dit Patricia d'un air sombre. Quand nous aurons fini, ils paieront pour toute l'enfance de votre fille.
Ma fille est rentrée de l'hôpital 8 semaines après sa naissance, pesant 2,2 kg et en bonne santé. James et moi avons pleuré lorsque nous l'avons enfin portée par notre porte d'entrée, la plaçant doucement dans le berceau que nous avions préparé des mois auparavant. Nous l'avons nommée Grace. Après tout, cela semblait approprié. La vie s'est installée dans un nouveau rythme de tétée toutes les 3 heures, de changement de couche et de la joie épuisante d'une nouvelle parentalité. James a pris un congé de paternité de son travail, et ensemble nous avons navigué les défis de prendre soin d'un bébé qui avait commencé sa vie en se battant pour sa survie. Le procès pénal est arrivé comme une tempête à l'horizon. J'ai témoigné la première, racontant au jury tout ce qui s'était passé. Patricia m'avait appris à rester calme et factuelle, à laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Les images de sécurité ont été diffusées dans la salle d'audience, et j'ai vu les visages des jurés passer d'une attention neutre au choc et au dégoût. La vidéo était accablante. Elle me montrait entrant dans la pièce, montrait Nathalie clairement et délibérément enlevant son tube à oxygène en me regardant directement, montrait ses cris d'accusation. Elle montrait ma mère attrapant le pied de perfusion. Elle montrait le moment de l'impact lorsque la base métallique a frappé mon ventre. Elle montrait mon père me traînant hors de la pièce. Elle me montrait m'effondrant dans le couloir. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune place à l'interprétation. La vérité était là en haute définition, indéniable et brutale. L'avocat de ma mère a tenté de faire valoir qu'elle avait agi par instinct pour protéger sa fille, qu'elle avait cru l'accusation de Nathalie dans le feu de l'action. Le jury n'y a pas cru. Les images montraient la ruse dans les yeux de Nathalie, la délibération de ses actions. Mon père a affirmé qu'il avait essayé de me sortir d'une situation dangereuse. Le témoignage médical sur mes blessures a fait s'effondrer cet argument. Le médecin a expliqué que le traumatisme que j'avais subi aurait pu facilement entraîner la mort de mon bébé et la mienne. Nathalie a témoigné pour sa propre défense et Patricia l'a anéanti lors du contre-interrogatoire. Mademoiselle Patterson, avez-vous déjà exagéré des symptômes pour recevoir une attention médicale? Non. Pourtant, les dossiers médicaux montrent que vous avez été admise à l'hôpital 47 fois au cours des 10 dernières années pour des affections qui se sont résolues sans traitement ou n'ont pu être confirmées par des tests. Est-ce exact? J'ai de véritables problèmes de santé. Pourtant, l'hôpital où cet incident s'est produit n'a rien trouvé d'anormal chez vous. Chaque test est revenu normal. Mentiez-vous sur votre maladie? Je me sentais malade. Ce n'est pas mentir. Mais vous vous êtes admise en sachant qu'il n'y avait rien de médicalement anormal chez vous. N'est-ce pas exact? Le contre-interrogatoire a duré des heures. À la fin, même l'avocat de Nathalie avait l'air mal à l'aise. Le jury a délibéré moins d'une journée. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Ma mère a été condamnée à 3 ans de prison. Mon père a 2 ans. Nathalie a 18 mois et a été contrainte de subir une évaluation et un traitement psychiatrique. Les peines semblaient à la fois trop dures et pas assez. Il s'agissait toujours des membres de ma famille, des personnes avec qui j'avais grandi et que j'avais aimé malgré tout. Mais ils avaient failli tuer mon enfant. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Le procès civil s'est terminé 2 mois après le procès pénal. Le jugement m'a accordé des dommages-intérêts substantiels, y compris la couverture complète de toutes les dépenses médicales et une somme importante pour la douleur et la souffrance. Les économies de retraite de mes parents ont été anéanties. Nathalie a perdu sa voiture et la plupart de ses biens. Je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de l'épuisement et de la tristesse. James m'a trouvé en pleurs dans la chambre de Grace une nuit après que les verdicts aient été prononcés. Ce sont ma famille, dis-je en larmes. Je sais ce qu'ils ont fait est impardonnable, mais ce sont toujours ma famille. Ils ont cessé d'être ta famille au moment où ils ont choisi de te blesser, toi et Grace. Il m'a serré dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu t'es protégé, toi et notre fille. C'est ce qui compte. Ce n'est pas une victoire, parce qu'il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de justice et de garder Grace en sécurité. Tu as fait ça. Le temps a avancé parce qu'il n'avait pas le choix. Grace est passée d'un minuscule prématuré à un bébé sain et heureux. Elle a franchi toutes ces étapes de développement et n'a montré aucun effet durable de son entrée traumatisante dans le monde.
James et moi nous sommes émerveillés de sa résilience, de sa capacité à s'épanouir malgré tout. Mes parents ont écrit des lettres depuis la prison. Je les ai brûlées sans les ouvrir. Nathalie a envoyé une carte pour le premier anniversaire de Grace. Je l'ai jetée. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être pardonnées. Patricia m'a appelé un mardi après-midi, quand Grace avait 14 mois. Je voulais que vous sachiez que vos parents sont éligibles à une libération anticipée. Ils ont été des prisonniers modèles et la situation de surpopulation signifie qu'ils libèrent les délinquants non violents plus tôt. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. À quel point plus tôt ? Votre mère pourrait être libérée dans 3 mois. Votre père dans 2. Pouvons-nous faire quelque chose pour l'arrêter ? Pas vraiment. Le système de justice pénale est ce qu'il est. Mais vous devriez vous préparer à ce qu'ils essaient de vous contacter. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé James au travail. Nous devons déménager, ai-je dit dès qu'il a répondu. Je ne veux pas qu'ils sachent où nous vivons quand ils sortiront. Tu es sûr ? C'est une grande décision. Je suis sûr. Je ne veux pas qu'ils s'approchent de Grace. Ils essaieront de revendiquer des droits de grands-parents ou demanderont un droit de visite. Je veux leur rendre la tâche aussi difficile que possible pour nous trouver. James est resté silencieux un instant. D'accord, commençons à chercher des maisons dans d'autres quartiers. Nous avons déménagé 3 mois plus tard dans une banlieue à 40 minutes de là, une maison plus grande avec un jardin clôturé où Grace pouvait jouer en toute sécurité. Nous n'avons laissé d'adresse de réexpédition à personne que mes parents pourraient connaître. Nous avons changé nos numéros de téléphone et verrouillé nos comptes de médias sociaux. Quand ma mère a été libérée de prison, elle est allée me chercher à l'ancienne adresse. Les nouveaux propriétaires ont appelé la police quand elle est devenue belliqueuse. Elle a été citée pour intrusion. Elle n'a jamais trouvé notre nouvelle maison. Grace a eu 2 ans, puis 3. Elle a commencé la maternelle et s'est fait des amis. Elle a appris à faire du tricycle et adorait l'heure du conte avant de dormir. Elle avait les boucles foncées de James et mon menton têtu. Parfois, elle posait des questions sur ses grands-parents. Ses amis à l'école parlaient de rendre visite à leur grand-mère et grand-père, de dîner de fête et de fêtes d'anniversaire. Tu as une famille qui t'aime. Je lui disais avec précaution. Parfois, les adultes font de mauvais choix qui font qu'ils ne peuvent plus faire partie de nos vies. Mais tu m'as moi et papa et nous t'aimons plus que tout au monde. C'était la vérité, même si ce n'était pas toute la vérité. Quand Grace a eu 5 ans, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô, c'est moi. La voix de Nathalie, mince et incertaine, est passée par le fil. S'il te plaît, ne raccroche pas, mon doigt a hésité sur le bouton de fin d'appel. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais juste te dire que je suis désolée pour tout. Je suis en thérapie depuis que je suis sortie de prison, et je travaille à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je sais que les excuses ne règlent rien, mais il fallait que tu saches que je regrette ce qui s'est passé. Les excuses semblaient sincères, mais la confiance n'était pas quelque chose qui pouvait être reconstruite avec des mots. J'apprécie que tu dises ça, mais je ne peux pas t'avoir dans ma vie. Ce que tu as fait a failli tuer ma fille. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Que j'étais malade d'une manière différente de ce que je prétendais être. Que maman et papa m'ont permis de faire ça si longtemps que je ne savais pas comment fonctionner sans être le centre d'attention. Sa voix s'est brisée. J'ai détruit notre famille. Vous avez tous fait des choix. Vous avez tous participé à ce qui s'est passé. Je sais. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste te dire que je suis désolée. D'accord. Merci pour ça, mais ce doit être la dernière fois que nous nous parlons. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. James m'a trouvé debout dans la cuisine, regardant dans le vide. Qui était-ce ? Nathalie. Elle s'est excusée. Et rien. Des excuses ne défont pas ce qui s'est passé. Ça ne me rend pas la grossesse qui m'a été volée. Ça n'efface pas le traumatisme d'avoir failli perdre Grace. Il m'a serré contre lui.
Tu as le droit de ne pas leur pardonner. Je sais. J'aimerais juste que ça ne fasse plus mal. Ça veut dire que tu es humaine. Ce serait pire si tu ne ressentais rien. Grace est entrée en courant dans la cuisine, riant à propos de quelque chose de son dessin animé. Elle a enroulé ses petits bras autour de mes jambes. Maman, viens jouer avec moi. J'ai regardé ma fille, saine et sauve, et complètement inconsciente de la bataille qui avait été menée pour la garder en sécurité. Elle ne connaîtrait jamais ses grands-parents ou sa tante. Elle grandirait sans cette famille élargie, et cela la façonnerait d'une manière que je ne pouvais pas prédire. Mais elle grandirait en sécurité, protégée, aimée sans condition ni manipulation. Allons jouer, ma petite fille. Le passé ne pouvait pas être changé. La douleur ne pouvait pas être effacée, mais l'avenir était à nous de le façonner, libéré des schémas toxiques qui avaient défini mon enfance. C'était sa propre sorte de victoire. Des années plus tard, quand Grace eut 7 ans et posa à nouveau des questions sur ses grands-parents, je lui racontai une version simplifiée de la vérité. Parfois, les gens blessent les autres, même ceux qu'ils sont censés aimer. Quand cela arrive, il est normal de se protéger en restant loin d'eux. La famille n'est pas seulement une question de parenté. C'est une question de qui vous traite avec gentillesse et respect. Elle considéra cela sérieusement, son jeune visage pensif. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Oui. Ils ont fait quelque chose de très dangereux quand tu étais bébé. C'est pour ça que je suis née trop tôt? Tu m'as dit que j'étais une prématurée. Oui, ma chérie. C'est pour ça. Grace resta silencieuse un long moment. Puis elle me serra fort dans ses bras. Je suis contente que tu nous aies gardés en sécurité, maman. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Les images de sécurité qui avaient sauvé ma vie et celle de ma fille ont été scellées dans le cadre de la procédure judiciaire. Parfois, je me demandais si j'aurais dû en garder une copie, quelque chose à montrer à Grace quand elle serait plus grande, pour qu'elle comprenne toute la vérité. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Elle n'avait pas besoin de voir la violence. Elle n'avait pas besoin de témoigner du moment où sa famille avait choisi le favoritisme et l'illusion plutôt que sa vie. Elle avait juste besoin de savoir qu'elle était aimée, protégée, désirée. Tout le reste n'était que détail. Mes parents ont tenté de me recontacter une fois de plus quand Grace avait 8 ans. Ils ont envoyé une lettre par l'intermédiaire d'un avocat demandant des droits de visite. Patricia s'en est occupée rapidement, soulignant leur condamnation pénale et les ordonnances de restriction qui étaient toujours en vigueur. La demande a été rejetée. Après cela, ils ont semblé abandonner. Plus de lettres, plus de tentatives de contact. Peut-être avait-il enfin accepté que certains dommages étaient trop importants pour être réparés. Ou peut-être avait-il simplement manqué d'énergie pour le combat. Quoi qu'il en soit, ma vie a continué sans eux. James et moi avons construit une famille basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Grace est devenue une enfant intelligente et compatissante qui aimait lire et le football et savait qu'elle était valorisée pour qui elle était, non pour l'attention qu'elle exigeait. Pour son 9e anniversaire, elle a demandé si elle pouvait commencer à apprendre l'histoire de sa famille élargie. Je veux savoir d'où je viens. Même s'ils ne peuvent pas faire partie de ma vie, ils font toujours partie de mon histoire. James et moi avons échangé des regards par-dessus le gâteau d'anniversaire, 9 bougies vacillant entre nous. C'est juste, dis-je avec précaution. Que veux-tu savoir? Tout, le bon et le mauvais. Je suis assez grande maintenant. Alors, je lui ai raconté, pas tout d'un coup, mais progressivement au cours des mois suivants. Je lui ai parlé de mon enfance en tant que fille oubliée, des véritables problèmes de santé de Nathalie qui se sont transformés en armes de manipulation, du schéma de complaisance qui a détruit les saines limites, et je lui ai parlé de la chambre d'hôpital, de l'accusation, de l'agression. Du choix de riposter par le système juridique. Grace a écouté tout cela avec de grands yeux et a posé des questions réfléchies. Avais-tu peur? Terrifiée. Je pensais que j'allais te perdre. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as sauvée. Le docteur t'a sauvée. J'ai juste fait en sorte que les personnes qui nous ont fait du mal fassent face aux conséquences. Elle m'a serré dans ses bras après cette conversation, féroce et forte. Tu es une bonne maman. Je suis contente que tu sois la mienne.
Ces mots signifiaient plus que n'importe quel verdict de culpabilité ou règlement financier. Le dernier chapitre de l'histoire est arrivé quand Grace avait 11 ans. Nathalie est décédée dans un accident de voiture, une tragédie soudaine qui n'avait rien à voir avec l'histoire entre nous. Ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas pour me le dire, sa voix creuse de chagrin. Ta sœur est partie. Je pensais que tu devais savoir. Je suis désolée pour votre perte. Viendras-tu aux funérailles? Non, c'était ta sœur. Elle a cessé d'être ma sœur il y a longtemps. J'espère qu'elle a trouvé la paix. J'ai raccroché et je suis restée assise avec la nouvelle pendant longtemps. Nathalie avait 39 ans, trop jeune pour mourir. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de tristesse pour la personne qu'elle aurait pu être sans la complaisance et la manipulation. Mais je n'ai pas assisté aux funérailles. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Je n'ai pas contacté mes parents. Certains ponts restent brûlés. Grace m'a posé des questions quand elle m'a entendu en parler à James. Es-tu triste? Un peu. Surtout, je suis triste de ce qui aurait pu être, de la famille que nous aurions pu avoir si les gens avaient fait des choix différents. C'est bon. Tu as le droit d'être triste et de te protéger quand même. Ma fille de 11 ans, sage au-delà de son âge, comprenait quelque chose qu'il m'avait fallu des décennies pour apprendre. On peut faire le deuil de ce qui n'a jamais été tout en acceptant ce qui est. La vie a continué. Grace est entrée au collège. James a été promu. Nous avons adopté un chien et pris des vacances en famille. Nous avons construit des traditions et des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec le traumatisme du passé. Les cicatrices sont restées, bien sûr. Je tressaillais toujours quand les drames hospitaliers passaient à la télévision. Mon cœur s'emballait toujours quand un conflit éclatait autour de moi. Je protégeais toujours Grace avec une intensité féroce qui frôlait parfois la surprotection. Mais c'étaient des blessures survivables, la preuve que j'avais enduré et surmonté. Pour le 13e anniversaire de Grace, elle m'a donné une carte qu'elle avait faite elle-même. Merci d'avoir été assez courageuse pour nous garder en sécurité, avait-elle écrit à l'intérieur. Je sais que ce n'était pas facile, mais je suis reconnaissante chaque jour que tu aies choisi de te battre. J'ai pleuré en la lisant. Des années de tensions refoulées se sont enfin libérées. Je t'aime, ma petite fille, plus que tu ne le sauras jamais. Je t'aime aussi, maman. Et je comprends maintenant ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait. Tu es mon héroïne. La validation de ma fille signifiait tout. Elle comprenait que l'amour signifiait parfois des choix difficiles. Que la protection exigeait parfois de couper les ponts avec des personnes toxiques. Que la famille était définie par les actions, pas par le sang. Nous avons construit quelque chose de beau sur les cendres de cette chambre d'hôpital. Une vie fondée sur l'honnêteté, la sécurité et l'amour véritable. Les images de sécurité qui ont prouvé mon innocence ont été détruites par ordonnance du tribunal quand Grace a eu 18 ans. À ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. La vérité avait été dite. Justice avait été rendue. Le passé avait été mis au repos autant qu'il pouvait l'être. En y repensant, je ne regrette pas de m'être battue. Je ne regrette pas d'avoir porté plainte ou d'avoir exploré toutes les voies légales disponibles. Mes parents et ma sœur avaient fait des choix qui auraient pu tuer mon enfant. Ils méritaient les conséquences. Mais j'ai aussi appris que justice et guérison ne sont pas la même chose. Les verdicts de culpabilité n'ont pas effacé la douleur. Le règlement financier n'a pas restauré ce qui était perdu. Les ordonnances de restriction ne m'ont pas fait me sentir moins trahi. La guérison est venue de la construction d'une nouvelle vie. De faire des choix différents, de briser le cycle de complaisance et de manipulation, d'apprendre à Grace que sa valeur était inconditionnelle et que sa voix comptait. C'était la vraie revanche à la fin, pas les peines de prison ou les procès, vivre bien malgré tout. S'épanouir malgré le traumatisme, créer une famille basée sur le respect et l'amour véritable. Ma fille a grandi en sachant qu'elle était valorisée pour qui elle était, non pour ce qu'elle pouvait offrir. Elle n'a jamais appris à instrumentaliser la vulnérabilité ou à manipuler les autres par des crises fabriquées. Elle a appris à la place que des relations saines exigent l'honnêteté, que l'amour n'exige pas le sacrifice de son être essentiel, que la famille devrait être une source de soutien, pas d'exploitation. Ces leçons ont été ma vraie victoire sur le passé.
Et quand je regarde Grace maintenant, épanouie et heureuse et entière, je sais que chaque choix difficile en valait la peine. Chaque comparution au tribunal, chaque témoignage, chaque pont brûlé. Tout cela en valait la peine pour lui donner l'enfance que je n'ai jamais eue. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la rédemption.